qui est ergothérapeute et qui va nous parler de la médiation par le jeu, en particulier un jeu que vous avez mis au point ici au Rouvray. Comme le but était de parler de l'évolution des métiers en psychiatrie, je vous propose de vous présenter mon métier d'ergothérapeute, peut-être pas le métier le plus connu des métiers. C'est mieux? Oui. Voilà. Donc je propose de présenter mon métier d'ergothérapeute, qui est peut-être pas le métier le plus connu des métiers paramédicaux. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui exerce dans différents domaines, sanitaires, médico-social, social. Bien sûr pas tout seul, en lien avec plein d'autres professionnels, médicaux, paramédicaux, sociaux, mais aussi professionnels techniques, comme le revendeur de matériel médical par exemple. Et sa spécialité, en fait, ça va être le rapport entre la personne, donc ses forces, ses difficultés, son environnement, que ce soit un environnement matériel, humain, social, et puis les activités, ce qu'il doit faire ou ce qu'il veut faire, avec pour objectif que la personne puisse réaliser ses activités de la façon la plus satisfaisante, la plus efficace et en tout cas la plus satisfaisante pour lui. Cette journée, ça m'a permis de me reposer la question de l'histoire de mon métier, de d'où on venait, les ergothérapeutes. Et comme on l'a dit depuis le début de la journée, l'utilisation de l'activité en thérapie, c'est aussi vieux que l'humanité peut-être, en tout cas, je sais pas, mais et ça prend différents sens selon les cultures et selon leurs époques. Ce sera un exposé d'historien que je ne suis pas. Mais en revanche, on retrouve des textes qui ont influencé l'ergothérapie contemporaine. On peut parler des textes sur des activités favorables pour que les soldats recouvrent la santé, ou les textes de Pinel, qu'on a cités à plusieurs reprises, qui sont une référence en ergothérapie, notamment pour les fondateurs de l'occupational therapy, donc l'ergothérapie aux États-Unis, ou pour le psychiatre Levi Bianchini qui a créé le mot d'ergothérapie. On pourrait citer aussi le courant de la psychothérapie institutionnelle qui a beaucoup parlé d'ergothérapie. Donc l'ergothérapie, ça a été accéléré par les guerres mondiales, la nécessité de rétablir les blessés, de les remettre au travail, et puis dans les 30 Glorieuses, le développement de la rééducation et la réadaptation. Donc en fait, il y a des occupational therapists, avec l'accent anglais, qui vont arriver des États-Unis et convaincre des médecins français d'ouvrir des écoles, des formations. Et de là, le métier va se structurer peu à peu avec les premières écoles en 1954, l'Association nationale française des ergothérapeutes en 61 et le diplôme d'État en 70. Dans les années 70, c'est à cette époque-là que les premiers ergothérapeutes sont arrivés au Rouvray. Alors d'abord, c'est des infirmiers qui ont passé une équivalence pour obtenir un diplôme d'ergothérapeute en psychiatrie et qui ont ouvert peu à peu des ateliers centraux. Donc c'était des bâtiments en dehors des unités, une imprimerie, une vannerie, une menuiserie, où les patients venaient travailler. Et à ce moment-là, ils étaient rétribués avec un pécule. En effet, leur production a été vendue sur l'extérieur. À l'époque, on pouvait par exemple commander des faire-part qui étaient imprimés ici au Rouvray. Et puis à la fin des années 90, ce sont les premiers ergothérapeutes diplômés d'État qui arrivent au Rouvray. Avec eux, les pratiques changent peu à peu, les ateliers centraux ferment progressivement. Et puis on va voir arriver des ateliers d'ergothérapie au sein des unités. On va proposer différentes activités, la peinture sur soie, la cuisine, de la poterie, de la peinture, de la relaxation, des sorties, que ce soit en individuel ou en groupe, et en fait adapté à la pathologie de chaque patient. Les ergothérapeutes vont peu à peu intégrer les équipes pluridisciplinaires au service du projet de soins, au service du projet de vie du patient. Ça s'est fait progressivement, parfois un peu dans la douleur, mais avec le soutien de la majorité des médecins, des encadrants et des équipes. Donc on a vu que le métier d'ergothérapeute, il évolue, au Rouvray comme partout en France. En France, en fait, on trouve un peu une évolution en 3 étapes, en 3 paradigmes, depuis la Seconde Guerre mondiale. La première étape, ça va être juste après la Seconde Guerre mondiale. L'ergothérapeute va utiliser les activités artisanales pour faire de la rééducation, pour rééduquer les déficiences, qu'elles soient motrices, psychologiques, relationnelles, et pour permettre un retour au travail. Donc en fait, l'activité, c'est un moyen de rééducation, à la fois moteur, par exemple, sur l'image de la dame, du jeu de dame pour travailler les articulations des doigts, ou en poterie, en atelier, etc. Le deuxième paradigme, ça va être dans les années 70, où en fait, il va y avoir un changement d'approche du handicap avec les modèles biopsychosociaux, et on va se dire que le handicap, ça résulte pas seulement de la déficience de la personne, mais aussi de son environnement.
Et à ce moment-là, les ergothérapeutes ils vont s'intéresser à l'environnement de la personne, à là où elle habite, à son entourage humain, mais aussi aux autres activités qu'elle a à faire dans la journée, ses activités du quotidien, ses loisirs. Et ils vont aussi permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un milieu de vie ordinaire sur l'extérieur, à l'extérieur des institutions. Le troisième paradigme, c'est celui qu'on a depuis les années 2000, qui s'inscrit dans une société qui se veut plus inclusive des personnes en situation de handicap ou qui ont des problèmes de santé, en leur redonnant la capacité à décider par eux-mêmes, à favoriser leur intégration au milieu ordinaire, et où en fait l'ergothérapeute va être amené à travailler en collaboration avec la personne autour de son projet de vie. En psychiatrie, on peut faire le lien avec le courant de la réhabilitation psychosociale. Le but, ça va être, avec la personne, d'optimiser ses capacités et d'atténuer ses difficultés pour pouvoir améliorer son fonctionnement au quotidien et qu'elle remporte des succès, qu'elle soit satisfaite de ce qu'elle entreprend, de sa vie, dans le milieu de son choix et avec le moins d'intervention professionnelle possible. Pour ça, en ergothérapie, on a un outil qu'on utilise assez classiquement, ce sont les mises en situation. L'idée, c'est de pouvoir mettre la personne en situation d'activité du quotidien pour qu'elle puisse s'entraîner, se réapproprier ses capacités, ses activités à l'hôpital, mais aussi dans son milieu ordinaire. C'est poser la question des patients sous contrainte, qui n'étaient pas en mesure de pouvoir sortir, qu'on ne pouvait pas accompagner dans ce quotidien ordinaire. C'est poser aussi la question des problématiques spécifiques liées à la psychose, parce qu'avec certains symptômes de clinophilie, d'hyperpragmatisme, mais aussi avec leur environnement, notamment financier, vivre avec l'AH, c'est vivre avec peu. Les patients peuvent être en difficulté pour habiter leur chez-soi, prendre soin de soi, prendre soin de leur habitat. Ça peut être aussi difficile d'être avec l'autre, de faire avec l'autre, parce que l'autre peut représenter une source d'intrusion. C'est avec tous ces constats qu'une ergothérapeute de l'Est de la France, Muriel Launois, aidée d'un étudiant, Romain Pichery, a voulu créer un outil. Alors ils sont basés sur plein de concepts théoriques. On peut citer notamment le modèle ludique, mais, ou en ZUE, enfin là, plein de concepts théoriques que je ne vous développerai pas là. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer un outil qui permette aux patients de se projeter dans un chez-soi, que ce chez-soi existe déjà ou qu'il n'existe pas encore, d'investir ce lieu en termes de souvenirs, d'images, d'idées, afin d'étayer l'idée d'un espace qui soit sécurisant, contenant. Il y a aussi des valeurs fortes de la réhabilitation psychosociale qui ont été utilisées, comme la notion d'engagement, de motivation, d'autodétermination et de paire aidance. L'idée, c'est de créer un outil ludique, attractif, adapté, et donc en groupe, pour favoriser cette paire aidance et ces échanges autour de ce savoir habiter. Les objectifs pour les participants, c'est de pouvoir se projeter dans leur lieu de vie, d'approfondir leurs habiletés de vie quotidienne, de prendre conscience de leurs difficultés, mais aussi de leurs forces. On ne parle pas souvent assez des forces des patients. D'investir ce lieu de vie et de créer du lien avec les autres. Pour les soignants, on ajoute aussi des dimensions un peu d'évaluation pour mieux connaître les habitudes de vie du patient, leur autonomie au quotidien, leur capacité en activité, que ce soit au niveau cognitif, relationnel. D'identifier un peu plus clairement ce qui fait que les patients sont privés de leurs occupations ou exclus de leurs occupations. Et puis de favoriser les échanges et la paire aidance entre les personnes. Donc c'est un outil qui a été créé à destination d'un public adulte ayant des troubles psychiatriques et qui se veut un support d'échange autour du quotidien et du logement. Donc il a été créé par Muriel Launois et Romain Pichery, mais pas que tous les deux, il a été créé en collaboration avec les patients de l'unité. Et ça a été riche d'échanges, de tests. Il a ensuite été retravaillé avec Charlène Pichou, décidément qu'on cite beaucoup dans cette table. Et pour avoir cette forme actuelle, donc en fait le jeu, c'est un peu comme un jeu de loi, donc ça prend la forme d'un plateau avec lequel on va avancer son pion. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça a une forme de maison, c'est un peu comme un escargot. Et en fait, chaque case a un petit logo qui va représenter un peu toutes les pièces de la maison. Alors, on retrouve la salle de bain, la cuisine, la chambre d'enfant, l'entrée, le salon, etc. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va tomber sur une case, on va tirer une carte qui correspond à cette pièce et qui va avoir différents types de questions, des questions autour de l'investissement, du logement, de l'expression de soi, mais aussi de la résolution de problèmes. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions. Par exemple, Céline a 10 € de budget pour faire ses courses, elle se demande ce qu'elle va pouvoir acheter pour préparer 2 repas. Que lui suggérez-vous? Donc là, on peut imaginer que le groupe échange ses astuces, ses habitudes pour pouvoir préparer des repas avec peu.
Jules écoute de la musique rock à fond dans son salon, il entend sa voisine frapper contre le mur. Il n'a pas très envie de baisser le son. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Christelle aime retrouver son domicile lorsqu'elle s'est absentée longtemps. Quelle est la pièce que vous préférez dans votre logement? Gaëtan fait face à son armoire. Il a décidé de faire du tri dans ses vieux vêtements et aussi de ranger un peu. Il se gratte la tête, il ne sait pas très bien par où commencer. Avez-vous une façon particulière de ranger vos vêtements? Racontez un souvenir, une histoire, une situation qui vous est arrivée dans une cuisine. Ou encore, Rachid déteste quand on sonne à sa porte. Il ne sait jamais qui cela peut être. Lorsqu'on sonne chez vous, que ressentez-vous? Que faites-vous? Donc on imagine que ces questions vont amener des échanges au sein du groupe sur ces questions-là, ou pas du tout, parce que des fois il y a des questions qui ne parlent pas du tout au groupe. Pour voir un peu comment le questionnaire était utilisé, ma collègue Charlène Pichon a fait passer un questionnaire. Donc elle a eu, je crois, 17 réponses, très exploitables. L'idée, c'est de connaître un peu les utilisateurs du jeu, le contexte dans lequel ils l'utilisaient, les objectifs qu'ils avaient avant de l'utiliser, et puis est-ce que le jeu répondait à leurs objectifs. Ils se sont rendus compte que les utilisateurs, c'était principalement des infirmiers, des ergothérapeutes, surtout en santé mentale, et principalement ici au Rouvray. Je pense influencés par le fait que vu que notre collègue a créé le jeu, elle a pu nous le présenter et nous le distribuer. Le contexte d'utilisation, c'était principalement pour des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, de dépression, de schizophrénie, de troubles bipolaires, en groupe, en co-animation et sur plusieurs séances, classiquement une fois par semaine. Les objectifs des gens qui voulaient utiliser le jeu, ça recoupait ceux des créateurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis globalement, le jeu avait répondu à leurs objectifs après qu'ils l'avaient utilisé. En fait, le jeu, ça a permis une meilleure connaissance des difficultés au quotidien. Parce qu'on s'est rendu compte que le jeu facilitait la parole, même autour de sujets intimes. Ce qu'on vit, ce qu'on fait chez soi, c'est des choses qui touchent à l'intime. Et il y a des choses qui ont pu être faites autour du support ludique, des choses qui ont pu être dites qui n'étaient pas forcément dites en entretien duel. Ça a permis donc du coup d'avoir une meilleure connaissance des patients, quelque chose de complémentaire aux mises en situation que je vous parlais au début. Et puis pour certains patients, une prise de conscience de leurs difficultés qui a pu ensuite déboucher sur un accompagnement individualisé de ces difficultés qu'ils rencontraient à la maison. Il y a une dynamique groupale aussi qui se met en place dans cette médiation et qui est très importante, qui est garantie par le thérapeute avec les notions de bienveillance, de confidentialité, tout ce cadre-là qu'on pose au moment de l'activité. Puisque le jeu, en fait, il va favoriser l'entraide entre les pairs. Ça peut passer par plusieurs choses, une participation collective à résoudre des problèmes, un patient qui est en difficulté, donc tout le groupe va se mettre en mouvement pour l'aider à trouver des stratégies, des solutions. Ça peut être aussi juste partager des souvenirs, avoir un espace de parole, on va pouvoir évoquer son vécu. Ça peut être aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à rencontrer des difficultés à la maison, et ce qui peut être important pour les patients qui parfois ont l'impression que les difficultés qu'ils rencontrent, ils sont les seuls à les rencontrer dans la vie. Et justement, le retour des patients, il n'y a pas encore eu de questionnaire, mais ça serait intéressant de le faire aussi. Globalement, le retour des patients, il est positif. Ils apprécient cette médiation qu'ils trouvent ludique, dynamique, non infantilisante. Et comme je vous disais, chacun y trouve un intérêt différent. Certains ont pu résoudre concrètement des difficultés qu'ils rencontraient, d'autres ont pu se sentir rassurés que d'autres rencontrent les mêmes difficultés. D'autres ont pu juste passer un moment agréable, joyeux, avec d'autres. Et globalement, ils nous recommandent de continuer à faire cette médiation et de la proposer à d'autres patients. En conclusion, ce jeu de la maison, c'est un outil innovant qui a été créé en partie par une de nos collègues du Rouvray, qui s'inscrit pleinement dans le paradigme actuel de l'ergothérapie, où en fait l'ergothérapeute va travailler en collaboration avec le patient pour cibler ensemble ses projets et les difficultés et y remédier. Et elle s'appuie pour cela sur toutes les connaissances et les compétences que la profession a su développer depuis le milieu du XXe siècle. Voilà. Je vous ai mis quelques références sur le jeu, sachant qu'il est en téléchargement libre. Donc en fait, c'est possible d'aller sur le site, de le télécharger et de le mettre en place là où vous voulez. Voilà.